Bonsoir. Dans ce méthodologique pour la conception d'un plan de continuité d'activité, vous avez passé votre stage de fin d'études chez Devoteam. Donc, vous soutenez votre mémoire devant un jury composé de M. Saïd Gourem, consultant international, expert assermenté auprès des tribunaux et professeur à Supinfo Maroc. Également, nous avons au niveau du jury M. Qadir Abdelhamid, consultant international, professeur à l'université Hassan II et professeur à Supinfo Maroc. Nous avons également M. Chem Khiaté, qui a été votre maître de stage au niveau de Devoteam et qui est actuellement donc, consultant senior à Devoteam Consulting Afrique. Donc ce jury est présidé par moi-même, Amin Zneber, directeur régional de Supinfo Maroc. Vous avez une demi-heure pour présenter votre travail. Il est exactement 18h50. Donc, vous devez terminer votre présentation à 19h20. Je vous demande s'il vous plaît de respecter le temps et je vous souhaite un bon courage et bonne chance pour votre soutenance. D'accord. Alors, avant toute chose, j'aimerais commencer par remercier ceux qui, sans eux, tout ceci n'aurait jamais vu le jour. Alors, mes deux parents, alors Madame Souad Alaoui et puis mon père Sadla Adlaté, je vous demanderai s'il vous plaît de les applaudir. Je tiens aussi à remercier celle qui a cru en moi au sein de Devoteam et qui m'a permis de pouvoir en fait intégrer Devoteam à un âge assez prématuré. Alors Madame Siam Khizani qui me cesse de me challenger au quotidien, je vous demande s'il vous plaît de l'applaudir aussi. Et donc finalement, alors celui qui m'a en quelque sorte aidé à faire mes premiers pas dans le monde du conseil, alors M. Ramesh Pavadefoulé, alors aujourd'hui n'est plus parmi nous au sein de Devoteam, il a fait le voyage depuis Londres pour pouvoir assister à cette soutenance et je le remercie beaucoup. Merci. Donc, quel a été mon parcours scolaire? Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Quel a été mon parcours tout au long de mon cursus scolaire et quelles sont les expériences que j'ai apprises? La présentation du groupe Devoteam, alors qui est Devoteam et qu'est-ce que j'ai mené exactement chez Devoteam? Et puis par la suite, le vif du sujet, le PCA, le plan de continuité d'activité. Nous allons aborder dans un premier temps le PCA d'un point de vue théorique et pour pouvoir assimiler en fait ces ensembles de concepts-là via un cas pratique que je vous ai élaboré. Et puis par la suite, nous verrons par la suite une revue critique de la méthodologie Devoteam et certains points d'amélioration que j'ai pu apporter tout au long dans mon mémoire. Donc alors Mehdi Sadla, je suis consultant chez Devoteam, alors j'ai été jusqu'à la fin de mon cursus scolaire, alors leader du programme Microsoft Student Partner ici au Maroc et j'ai dispensé les cours relatifs aux technologies Microsoft IT ici à Supinfo. Je dispose d'un certain nombre de certifications, alors la certification la plus marquante qui est le degré le plus haut de certification que peut attribuer Microsoft qui est le niveau MCT qui me permet de dispenser des cours dans des centres agréés sur les technologies Microsoft. Donc ce travail-là, je ne l'ai pas mené tout seul tout au long de ma période de mémoire. Alors j'ai été accompagné par Chem Khiaté qui est consultant senior chez Devoteam et qui a mené précédemment des expériences chez Logica. Voilà. Donc, alors le système de stage de Supinfo a été assez particulier. Alors il m'a permis tout au long de mon cursus de pouvoir développer plusieurs expériences avant même l'obtention de mon diplôme. Alors l'expérience qui a le plus perduré dans le temps, c'est l'expérience Microsoft. Alors j'ai été leader du programme MSP. Alors l'objectif a été pour moi d'aider Microsoft dans la gestion de ce programme-là au quotidien. Donc, à travers ce programme-là, j'ai développé une expertise assez pointue sur les technologies Windows Server et puis Windows 8. J'ai été par la suite introduit au monde du management, puisque le programme MSP, c'est plus de 72 personnes réparties un peu partout dans le Maroc. Et donc, j'ai été initié à cette gestion de projet. Puis, par la suite, j'ai été convié à la mise en place et puis au suivi d'un plan d'action qui a été réalisé par Microsoft. Par la suite, l'expérience aussi qui m'a permis d'acquérir un sens pédagogique et de pouvoir dispenser l'information, c'est celle avec Supinfo. La possibilité de pouvoir donner des cours au sein de Supinfo m'a permis de capitaliser sur l'ensemble des expériences que j'ai pu avoir chez Microsoft et puis chez Supinfo sur les technologies Microsoft IT. Donc je me suis projeté dans une logique où il était question au sein de Supinfo non pas juste seulement de faire transmettre l'information, mais aussi de faire acquérir les étudiants l'ensemble des composants et l'ensemble des thématiques qui devaient être abordées tout au long du cours. Alors aussi, expérience qui a duré une année, alors l'expérience au sein de l'AISEC. Alors l'AISEC, c'est l'Association internationale des étudiants des sciences économiques,
J'ai été en tant que team leader du programme IGIP. Alors l'objectif c'était d'aider des étudiants partout dans le monde à venir au Maroc et à passer des stages en tout ce qui est IT. Ça m'a permis de découvrir plusieurs autres disciplines, à savoir l'économie, le management, la finance, etc. Et ça m'a permis d'élargir mon spectre. Alors Devoteam, c'est plus de 5000 collaborateurs qui se lèvent chaque matin pour aller travailler dans un des 23 pays. Alors le groupe a été fondé en 1995 par les deux frères de Benzman. Il fait un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros annuels avec une croissance régulière de plus de 30%. Il est coté à la bourse, Euronext. Donc Devoteam prend 4 formes ici même au Maroc. Alors la première forme, c'est sous la forme de l'entité consulting à laquelle je fais partie. Alors l'objectif, c'est de fournir des prestations de conseil pour les divers clients stratégiques de Devoteam. Alors la filiale solution, quant à elle, l'objectif, c'est d'intégrer des solutions vers ces ensembles de clients. Et puis la filiale expertise, c'est la possibilité de mettre à la carte chez des entreprises en fait des consultants experts en IT et puis en télécom. Et puis par la suite dans un centre de service pour la partie offshore avec laquelle Devoteam fournit un centre de service pour ses clients de prestige, un centre de service installé au Technopolis. Donc ces ensembles de filiales permettent finalement à Devoteam de fournir en fait des solutions clés en main allant de la phase conseil jusqu'à la phase implémentation en passant par aussi par le fait de fournir des expertises bien précises, et donc c'est ce qui permet de dresser l'originalité de Devoteam. Alors une originalité qui a été revue en 2011 via le programme Eagle. Alors le programme Eagle qui essentiellement vise à pouvoir capitaliser sur l'ensemble des offres de Devoteam et de aujourd'hui situer le portefeuille projet sous 3 grandes thématiques. Alors la première, IT Effectiveness, pour dire comment aujourd'hui, Devoteam, nous allons accompagner des clients pour pouvoir optimiser l'existant en termes d'infrastructure IT. Donc ça, c'est cette première composant-là. Alors nous assistons les clients à pouvoir mieux exploiter leur système IT, à pouvoir rationaliser leurs coûts, etc. Donc la partie Business Centricity, c'est remettre l'IT au centre du business et veiller à ce que l'IT soit le sponsor du business. Et puis la phase transformation pour pouvoir en fait assister les clients sur les divers projets de transformation en cours. Donc alors, ce qui m'a très fortement attiré chez Devoteam, c'est en fait la possibilité de pouvoir adresser plusieurs thématiques. Alors, en étant consultant chez Devoteam, je ne me suis pas seulement limité au spectre de ma formation technique, à partir de laquelle je viens un super fou, j'ai découvert d'autres thématiques. Alors, c'est bizarre que ça puisse le paraître, alors j'ai commencé en tant qu'ingénieur ici à faire de l'organisation, à faire des process. Alors, ça m'a permis en quelque sorte de voir comment les entreprises IT s'organisent et comment en fait on fait pour pouvoir élaborer des process, optimiser des process, réaliser des fiches de poste pour du personnel et réaliser des benchmarks et des études. Alors deuxième thématique sur laquelle j'ai passé un peu plus de temps, alors qui est le risque et la sécurité. Alors j'ai abordé aussi bien les aspects delivery en mettant en place avec des équipes Devoteam des plans de continuité d'activité, en réalisant des audits de sécurité physique et organisationnelle. Et sur les aspects sur les aspects commerciaux, j'ai participé en fait à l'élaboration, à la rédaction d'appels d'offres. J'ai aussi participé à l'élaboration de l'offre sécurité, à revoir l'offre sécurité avec bien éventuellement avec les consultants principaux, etc. Et j'ai participé en interne à l'industrialisation, à l'élaboration d'un certain nombre d'outils qu'on utilise en termes de sécurité. Et puis tout récemment, je commence à faire de l'assurance qualité et puis du PMO, donc ça me permet derrière de pouvoir concevoir des processus pour pouvoir s'assurer que la gestion de projet se déroule correctement et pour pouvoir en fait veiller à ce que l'ensemble des projets sont gérés d'une manière qui est correcte. Donc alors le PCA, c'est l'acronyme de plan de continuité d'activité. Alors selon Bankim Relève, alors un PCA c'est un plan d'action écrit qui expose les procédures et détermine les processus et les systèmes nécessaires pour poursuivre ou rétablir les opérations de l'organisation. Donc si on veut traduire ça d'une manière qui est assez simple, c'est pouvoir mettre à la disposition d'une entreprise un dispositif qui peut lui permettre en cas de sinistre, un tremblement de terre, un incendie, de pouvoir reprendre leur activité. Et donc, pour être beaucoup plus concret, alors on prend un exemple. Alors je suis une banque, j'ai un catalogue de services, je fournis à mes utilisateurs un service qui est le retrait d'argent à partir des GAB. Et donc si dans le cas où j'ai un sinistre, je ne pourrais plus fournir ce service-là à l'ensemble de mes clients. Et donc mes clients sont mécontents, je desserve mal mes clients. Et donc ça, derrière un impact que nous allons voir après.
Donc ça permet d'un point de vue d'assurer cette continuité d'activité pour les activités qui sont essentielles mais pas que. Ça permet aussi d'anticiper les pertes financières qui sont liées, de pouvoir mesurer ces ensembles de pertes financières et puis d'image de marque. Ça permet aussi d'aider ces entreprises à revenir à une situation à la normale assez rapidement. Ça veut dire que j'ai un sinistre. Comment je fais aujourd'hui pour être agile, pour revenir assez rapidement à un état normal? Me conformer aussi à des lois réglementaires, à ces directives comme celle de Banque Maghreb, et puis finalement de disposer d'un argument commercial pour dire que moi aujourd'hui je suis capable de fournir un taux de disponibilité de 99% à mes clients, de répondre à ces demandes de clients 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et puis de répondre à des actions d'actionnaires qui souhaitent aujourd'hui dire que nous ne souhaitons pas envisager des pertes liées à un sinistre. Donc alors, concrètement, alors un PCA, c'est finalement mettre quoi? C'est formaliser un nombre de plans. Alors un nombre de plans qui ont soit une vocation métier, comme le PCO. Alors le PCO pour le plan de continuité opérationnelle, ça va en fait décrire comment moi aujourd'hui en tant que métier, je devrais en fait me comporter dans le cas où j'ai un sinistre. Comment je fais pour reprendre mon activité d'un point de vue métier. Donc par la suite, d'un point de vue informatique, qui est le PSI, alors le PSI pour le plan de secours informatique, comment mon IT fait aujourd'hui pour pouvoir reprendre. Donc ça revient à mettre en place des procédures, ça revient à étudier des dispositifs de secours, énormément de choses que nous allons voir par la suite sur cette présentation. Et donc d'une manière qui est assez transverse, le plan de gestion de crise, alors qu'il y a un plan transverse qui permet à la fois de piloter les aspects métiers, les aspects informatiques pour une reprise métier en fait adéquat. Et donc finalement ce PCA, c'est ces ensembles de plans, mais pas que, et ça c'est les plans qui sont essentiels, nous verrons par la suite d'autres types de plans. Donc pour comprendre qu'est-ce qui se passe pour une entreprise qui élabore un sinistre, alors tout d'abord j'ai mon entreprise qui est sur un état de fonctionnement à la normale, ça veut dire que mon entreprise travaille correctement, alors à des intervalles réguliers je réalise des sauvegardes d'informatique, d'accord, je réalise des sauvegardes que je déporte via des bandes. Et donc, entre le moment où ma dernière sauvegarde a été réalisée entre le sinistre, ce que vous voyez en vert pistache, c'est ce qu'on appelle un PDT, c'est une perte de données tolérable. Ça veut dire que là, nous n'avons pas de sauvegarde, nous n'avons rien. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une incapacité à pouvoir reconstruire nos données, on a une incapacité de pouvoir reprendre notre exploitation. Et donc, c'est l'une des valeurs que nous challengeons avec les métiers. D'accord? Donc, par la suite, je suis sur un sinistre, j'ai un sinistre qui se déroule, et bien qu'est-ce qui se passe? J'ai une phase d'indisponibilité. Je suis indisponible, je ne peux pas desservir mes métiers, et donc le moment sur lequel je suis indisponible, c'est ce qu'on appelle un délire pour la durée maximale d'interruption admissible. Et c'est aussi l'une des valeurs qu'on challenge avec les métiers. Finalement, je réalise une reprise, ça veut dire que je lance mon PCA, je reprends mon activité, je commence par travailler en mode dégradé sur un site de secours. Alors par la suite, je travaille en mode dégradé sur ce site de secours, mais l'objectif c'est très rapidement de revenir à la normale qui est l'état initial sur lequel je suis sur mon site principal et sur lequel je travaille. Donc, plusieurs en fait, thématiques m'ont été proposées durant mon stage. Alors, j'ai choisi tout naturellement le PCA. Pourquoi? Parce qu'il permet à la fois d'adresser des objectifs qui sont stratégiques. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, en tant que consultant, en tant qu'élève ingénieur, j'arrive à voir comment aujourd'hui ces entreprises élaborent, comment ces entreprises font le choix de pouvoir prendre un PCA et comment ils font aujourd'hui pour pouvoir répondre à des enjeux qui sont stratégiques comme ce type de directive. Sur un point de vue technique, puisque comme vous voyez sur la partie qui est indisponibilité, donc derrière pour réaliser une reprise, il y a pas mal d'éléments technologiques à mettre en place et donc ça, c'est beaucoup de choses qui sont techniques. Et d'un point de vue organisationnel, vu que l'ensemble des métiers doivent reprendre leur activité et donc je suis contraint de pouvoir créer une organisation derrière, de créer un comité de crise, etc. pour pouvoir reprendre mon activité d'une manière qui est correcte. Donc, je vous ai concocté pour pouvoir comprendre mieux tous ces ensembles de notions. Alors, une entreprise fictive qu'on a appelée Deciplex, alors c'est l'entreprise de référence qu'on utilise dans tous nos TP au sein de Supinfo. Donc, Deciplex est une entreprise qui réalise deux types d'activités. Elle réalise du transfert de l'argent et puis du crédit à la consommation. Donc, à partir de ces données-là, on peut déduire que, par exemple, l'activité de transfert d'argent, elle est assez critique vu que si je transfère d'argent pour des membres qui sont par exemple ici au Maroc et qui n'arrivent pas en fait à retrouver et à récupérer leur argent, ça peut être problématique pour l'image de marque de cette entreprise-là. Donc les volontés de Deciplex sont tout simplement
dans un premier temps, se conformer à ces lois qui sont réglementaires imposées par la directive Banque Maghreb, de pouvoir anticiper l'ensemble des ripostes à des scénarios de sinistres bien spécifiques. Je souhaite, par exemple, aujourd'hui savoir comment je me comporte en cas de rupture télécom, comment je me comporte aujourd'hui dans le cas où j'ai, par exemple, une coupure électrique. Et donc, par la suite, limiter les pertes financières liées à un sinistre, comment ils font pour pouvoir reprendre leur activité d'une manière qui est efficace en perdant le moins de pertes financières. Et puis, Deciplex a déjà mené un travail en amont. Elle a déjà formalisé la partie informatique de son PSI, d'accord ? Mais souhaite étendre le scope de son projet-là vers toute la partie métier. Donc, Deciplex, elle est assez mature d'un point de vue SI. Pourquoi? Parce qu'elle a un ensemble d'éléments technologiques qu'elle a mis en place pour pouvoir reprendre son activité. Elle a déjà mené une réflexion sur le PCA, mais elle n'est pas complète. Elle couvre que les aspects informatiques. Et puis, ils ont un faible au niveau de la documentation, puisqu'ils n'ont pas de documentation vis-à-vis des métiers. Donc ça va être le scénario qui va nous suivre tout au long de cette présentation-là. Donc Deciplex, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rédige un appel d'offres, elle envoie cet appel d'offres. Nous, en tant que consultants, on réceptionne cet appel d'offres, on l'étudie, potentiellement on pose des questions pour pouvoir mieux cadrer le besoin. Et puis une fois que le besoin est cadré, nous allons réaliser une offre d'accompagnement qui détaille quelle est la démarche méthodologique que nous allons utiliser, à quel prix nous fournissons cette prestation et quelles sont les personnes qui vont travailler sur cette prestation. Par la suite, nous sommes shortlistés par Deciplex. Qu'est-ce qui va se passer? On va être convoqué en soutenance. Donc l'objectif, c'est de pouvoir revoir en fait la démarche méthodologique pour pouvoir mieux leur expliquer cette démarche-là, c'est-à-dire leur expliquer mieux notre démarche méthodologique et de pouvoir en fait décrocher le marché. Par la suite, nous réceptionnons la lettre d'adjudication, ça veut dire qu'on est les vainqueurs de cet appel d'offres et donc par la suite, en fait, on peut commencer le démarrage du projet par des sessions de pré-cadrage. Ça permet de pouvoir constituer les bons acteurs des équipes projets, que ce soit au niveau client ou que ce soit au niveau de DevTeam. Ça permet par la suite de faire quoi? De récolter la documentation nécessaire. Cette documentation nous permet d'anticiper le nombre d'ateliers potentiels que nous allons devoir planifier. Et puis finalement, nous planifions un kick-off qui fait office d'annoncement officiel de la mission. Donc la mission, elle est lancée officiellement. Qu'est-ce qu'on réalise concrètement en termes de travaux? Donc en termes de travaux, nous commençons par une étude BIA. Alors l'objectif de l'étude BIA, c'est de pouvoir en fait étudier, pouvoir recenser l'ensemble des activités critiques de cette entreprise-là. Une fois que ces activités sont recensées, qu'est-ce qu'on fait aussi en parallèle et d'une manière qui est transverse? On étudie l'ensemble des dispositifs SI de secours qui sont mis en place. On souhaite réaliser un suivi de notre activité. Et qu'est-ce que vous avez mis concrètement en termes de composants SI, en termes d'éléments technologiques, que ce soit physique, en termes de protection, pour pouvoir pallier un sinistre. Par la suite, nous identifions un certain nombre de sinistres auxquels ce bâtiment, auquel l'entreprise y est exposée, et puis par la suite, avec tous ces ensembles de données, nous élaborons ce qu'on appelle une stratégie de continuité. Donc nous fournissons au client quoi? Nous lui fournissons un dossier de choix. Alors ce dossier de choix, il y a différentes stratégies IT, ça veut dire que où est-ce que je vais mettre mon site de secours IT, où est-ce que je vais mettre mon site de secours de repli. Et donc on chiffre ces ensembles de scénarios, on les présente avec les plus et les moins. Donc, quelques illustrations de ce que nous obtenons concrètement. Alors, une classification de l'ensemble des process avec le DMIA. Alors, on peut conclure que le premier process, qui est réception des tickets support, il est assez important puisqu'il nécessite un DMIA de 2 heures, ce qui veut dire que, par exemple, moi, je dois obligatoirement veiller à ce que mon processus puisse reprendre sur 2 heures. Alors, pourquoi? Parce que la réception de ces tickets de support, si je tarde à réceptionner ces tickets de support, j'aurai très rapidement une désorganisation interne qui se traduit par le fait d'accumuler plusieurs tickets de mes utilisateurs que je ne pourrai pas traiter. J'aurai dans un deuxième temps des pertes financières. Pourquoi? Parce que mes métiers, mes agences n'ont pas en fait la possibilité de pouvoir résoudre leurs services IT et donc ils ne peuvent pas desservir le client. Donc c'est un manque à gagner. Et puis d'un point de vue juridique, je pourrais aussi avoir des risques de plainte. S'il y a une personne qui attend son transfert d'argent depuis 10 jours et qu'elle n'arrive pas à avoir le premier jour, le deuxième, le 10 jours, elle peut déclencher des plaintes. Donc aussi, ça permet de dresser en fait une interdépendance de l'ensemble des processus avec les actifs SI. Donc ça me permet de dire quoi? Que pour le processus d'agence, il dépend de 2 applications. Alors ces 2 applications, ils sont hébergés sur 2 actifs SI. Par exemple, ici, Atlas 2, il a concrètement en termes de technologie un serveur
d'application qui est le 2IS, il a un gestionnaire de base de données SQL Server. Et donc on voit est-ce que en fait il est secouru de l'autre côté, est-ce qu'un secours existe pour cette plateforme-là. Et donc ça nous permet derrière de pouvoir trouver un certain nombre de points sur lesquels ils ne sont pas secourus, ils sont critiques, ce qui me permet finalement de sortir les recommandations adéquates pour pouvoir pallier à ces différentes carences. Donc qu'est-ce qu'on fait par la suite? Eh bien en fait on a l'ensemble de nos directions et on va définir combien de personnes nous allons mobiliser pour pouvoir en fait reprendre mon activité. Par exemple, cette direction des nouveaux canaux, elle a un effectif nominal de 15 personnes, mais s'ils veulent travailler en mode dégradé, ils ont besoin de 4 personnes pour démarrer pendant les 2 premières heures jusqu'à le 3e jour. Et puis par la suite, au bout du 5e jour, je devrais ajouter 2 personnes. Donc ça me permet par la suite d'avoir des éléments qui me permettent de faire le sizing de mon site de repli pour dire aujourd'hui que je pourrais tourner, mon activité pourra tourner en mode dégradé avec 21% du chiffre global de mon entité. Ça permet par la suite de dresser une courbe pour pouvoir savoir quelle est la montée en compétences et quels sont l'ensemble des places que je devrais réserver sur mon site de repli. Donc par la suite, nous réalisons une analyse de risque. Alors cette analyse de risque me permet en fait de faire remonter l'ensemble des risques auxquels est exposée en fait cette entreprise-là, Deciplex. On peut voir que par exemple, alors Deciplex, eh ben, elle a un risque d'explosion. Alors pourquoi elle a un risque d'explosion? Parce que derrière, ils ont dans leur sous-sol une citerne de groupe électrogène plein de gasoil qui risque d'exploser. Et donc par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On propose l'impact que va générer cette anomalie et puis par la suite, quelle est la protection existante? Est-ce que je souhaite dématérialiser en fait ce risque-là en prenant une assurance? Est-ce que je souhaite couvrir ce risque et quelles sont les mesures que je prends pour couvrir ce risque? Donc par la suite, ces ensembles de risques, ben, on va les prendre et on va par la suite créer en fait des scénarios de où est-ce que je vais mettre mon infrastructure ici, où est-ce que je vais mettre mon site de repli utilisateur. Donc là par exemple, on peut proposer pour Deciplex soit de mettre en place un site à Casablanca, en dehors de Casablanca, ou bien mutualiser avec la filiale du groupe. Elle fait partie d'un groupe qui s'appelle Cotozo. Donc ça, c'est différentes stratégies qu'on va utiliser par la suite pour pouvoir en fait élaborer ces différents scénarios. Donc ces différents scénarios sont par la suite exposés en comité de pilotage pour les décisionnaires pour qu'ils puissent trancher sur quelle va être finalement la stratégie qu'on va adopter. Et donc, selon la stratégie qu'on va adopter, nous allons formaliser les plans dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, parmi ces plans-là, c'est le plan de secours informatique, comment mes applications vont faire pour pouvoir reprendre de l'autre côté du site de secours SI, comment mes utilisateurs vont être positionnés dans les différentes positions de repli que j'ai mis, comment ils vont passer, etc., d'un point A jusqu'à un point B. Sur le plan de gestion de crise, comment je fais pour piloter cette crise de bout en bout, comment je fais pour communiquer auprès de mes utilisateurs et leur dire qu'on est sinistré, de pouvoir dire aux différentes personnes qui ont été sélectionnées sur la partie analyse de repli qui vont devoir transiter vers un autre site, et bien tout ceci, ça va être couvert dans le plan de gestion de crise. Et puis le PCO, une fois qu'ils sont sur ce site de repli-là, ça va être en fait l'ensemble des commandes, l'ensemble des tâches qu'ils devront réaliser pour reprendre en mode dégradé. Donc par exemple, dans leur site principal, ils étaient censés qu'un dossier passe par 3 validations. On pourrait dire qu'un point dans un site de repli, on passera par exemple par une seule validation au lieu de 3 validations, puisqu'il n'y a pas tous les acteurs nécessaires. Donc, par la suite aussi, en tant que comportement d'ingénieur, alors ce qui a été aussi demandé à moi, c'est de pouvoir aussi dans le différent cahier des charges que j'ai pu dresser avec Cham durant le premier mois, de pouvoir en fait réaliser, étudier quels sont les différents besoins en termes de PCA, de pouvoir étudier la méthodologie d'Evoteam, de dresser un panel qui est critique et de pouvoir élaborer en fait des recommandations pour pouvoir améliorer cette méthodologie qui a été pour moi un vrai challenge. Donc les différents constats que j'ai pu dégager, donc c'est des constats très majoritairement positifs. Alors la méthodologie est très rodée, alors en nombre des différentes missions que nous avons réalisées, la méthodologie est concrète, elle permet d'élaborer exactement le PCA qu'il faut au client. Ce n'est pas des phrases bateau, c'est des phrases qui sont concrètes. Elle permet de pouvoir dresser ces différents besoins et d'aller piocher sur les différents processus qui sont vraiment critiques pour cette entreprise-là. Elle intègre la validation du PCA en tant que test, ça veut dire que le PCA est une fois validé, qu'une fois que le test
PCA a été réalisé, ça veut dire qu'on teste ça en réel, on fait des simulations, on teste ceci à chaud pour pouvoir s'assurer que tout est fait correctement. Et donc, elle formait un degré de formalisation assez important, d'accord? Ça permet réellement d'aller sur les tâches, macro-tâches, et ça prête pas de confusion pour pouvoir en fait reprendre son activité. Quelques carences que j'ai pu déceler sur cette méthodologie, c'est tout récemment l'apparition de la norme 22301. Alors cette norme 22301 devient la référence en termes de continuité d'activité. Et donc ce qui a été proposé, c'est la possibilité de pouvoir faire au mieux concorder notre méthodologie à ce nouveau standard, tout en ne pas perdant l'ensemble des avantages que nous avons. Donc aussi l'outillage qu'on utilise assez généralement dans notre projet, une partie elle est industrialisée, une partie non, donc ce qui permet en fait finalement de pouvoir en fait réaliser beaucoup de travail, d'accord, pour pouvoir reprendre les anciens livrables, et donc assez souvent on reformalise en fait les mêmes livrables. Donc aussi, il y avait deux phases qui étaient un peu indépendantes entre eux, mais qu'on a pu lier. Alors, c'était l'analyse de risque. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on réalise une visite de site pour les clients, donc on dégage un certain nombre de risques. Et donc, ce qu'on peut faire avec ces ensembles de risques, c'est de les prendre en input, et ça va être ces ensembles de risques qui vont être challengés lors de l'atelier de gestion de risque. Donc, par la suite, l'analyse en fait de risque se faisait selon le retour d'expérience des experts que nous avons en termes de sécurité. Alors l'objectif ça a été de pouvoir reprendre les normes connues pour pouvoir réaliser en fait des audits de sécurité tels que la ISO 27002 avec les contrôles de la 27005. Donc pour pouvoir en fait dresser le panel de ces différents je dirais, de ces différents quick wins qui devraient être réalisés tout au long de ce projet-là pour pouvoir aider le comité management de Devoteam de décider sur quelles sont les actions qui devraient être lancées en priorité. J'ai dressé une matrice d'impact et d'effort. Donc je vais classifier d'une manière en fait l'ensemble de ces propositions de valeur qu'on devrait en fait mener pour pouvoir mieux optimiser notre méthodologie. Et donc par la suite, ça donne quoi? Sur le cadran haut à gauche, des actions qui ont un fort impact, d'accord, avec en fait un effort qui est faible. Et donc ça va être ces premières actions sur lesquelles nous allons concentrer nos efforts. Voilà, donc ça va être les quick wins. Donc chacun de ces quick wins a fait l'objet en fait d'une fiche assez détaillée, donc d'argumentation pourquoi nous avons positionné le curseur à droite et non pas à gauche, en disant quels sont les efforts concrets que je devrais mettre en place et quel va être l'impact sur cette méthodologie. Donc pour être beaucoup plus concret, par la suite, pour chacune de ces recommandations, alors une mini fiche de projet, alors une fiche synthétique pour pouvoir implémenter ces différentes remarques. On voit que par exemple, pour la recommandation où on souhaite outiller l'analyse de risque, eh bien, ça a des objectifs stratégiques, ça a une personne qui va être porteur de cette action-là, et donc ça a des prérequis que nous devons étudier pour pouvoir mettre en place. Tout ceci est réalisé sur un planning de réalisation, donc je sais que concrètement, moi, en tant que porteur de cette action-là, eh bien, ma première étape, c'est d'étudier les normes ISO 27001-25 sur 1 mois et demi, de par la suite me familiariser avec les contrôles EBIOS, ce qui va me prendre 1 mois, de par la suite consolider ces ensembles de bases de connaissances pour essayer de leur donner un point de vue qui est logique, et puis par la suite de construire une première itération d'outillage et de tester cet outillage sur un périmètre qui est réduit d'une mission pour en voir son efficacité. Voilà, donc ça a été un peu tout pour moi. Alors ce que je souhaiterais vous dire d'une manière qui est assez simple, c'est qu'en fait un plan de continuité d'activité, et ben c'est quoi? Ça va être en fait un plan pour pouvoir aider les différents exécutifs à pouvoir piloter une crise, à pouvoir en fait réaliser d'une manière qui est conforme à une reprise de leur activité dans des délais qui sont appréciables. Et donc si vous êtes aujourd'hui un exécutif, si vous êtes aujourd'hui un directeur, et ben pensez-y à ce plan de continuité d'activité. Ben, c'est pas au moment où vous avez une crise, où vous avez un signe qu'il faut y penser, il faut y penser avant. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, comme le dit un proverbe chinois, alors les tuiles qui protègent de la pluie ont toutes été déposées par votre temps. Je vous remercie. Sadla pour votre présentation. Donc, vous avez dépassé un peu le temps qui vous a été alloué, même si votre débit a été, vous avez eu un débit très
très soutenu, mais même avec ça, vous avez dépassé le temps que vous avez alloué. On va y revenir tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais donner la parole à nos consultants pour ces éventuelles remarques ou questions que je vais vous demander de noter. Après, je donnerai la parole à votre maître de stage, donc pour qu'il apporte, au jury quelques compléments d'informations par rapport au déroulement de stage, peut-être même quelques éléments de réponse de nos consultants, donc surtout s'il y a des éléments de réponse par rapport à l'entreprise. Et après, donc, pour ce stade-là, vous allez prendre la parole donc, pour répondre aux différentes questions et remarques. Donc, je commencerai par le volet technique et par M. Gourem pour ses remarques et ses questions. Merci beaucoup, M. Znepar. Je tiens tout d'abord à vous féliciter, Mehdi, de votre... vous étiez d'abord dissuasif et éloquent lors de toute votre présentation. Et bien sûr, le sujet, pas seulement d'actualité, mais c'est un sujet qui présente un intérêt majeur pour toute organisation. Concernant la problématique qui a été traitée, celle du plan de continuité d'activité, vous l'avez bien exprimé, elle présente deux volets. Le volet d'abord opération et le volet informatique. Et lors de votre présentation, vous avez bien montré les phases et la manière que vous avez présentée. Et alors que, comme vous le savez, au niveau de l'informatique, à un moment donné, tout était donné, par la suite, tout était objet, maintenant, tout est process. Et vous l'avez montré dans la diapositive 19. Dans la diapositive 19, lorsque vous avez présenté les différents process et le lien avec les différents actifs. Et suite à cela, vous avez présenté votre solution en termes de secours des actifs. J'aurais bien aimé avoir aussi la partie de gauche. La partie de gauche où on présentera le secours du process. Et le secours du process en faisant appel au PCO avec, bien sûr, l'intervention du côté opérationnel. Ça, c'est la première remarque. Donc, je vous félicite, je la résume, je vous félicite de prendre en considération tout ce qui est BPM, Business Process Management, et ce qu'il fallait, c'est de s'orienter beaucoup plus aussi, je dis bien aussi, du côté process. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, vous avez bien cité au début, votre stratégie basée sur l'agilité, la transformation. Et maintenant, comme vous le savez, il y a un troisième volet qui est le volet de synergie. Là, doit présenter une synergie entre les opérations et le PCI. Et cette synergie-là, pour mettre en place un plan de continuité de l'organisation dans ce sens large, au lieu de voir uniquement le plan de continuité uniquement de l'informatique, à votre avis, ma question maintenant, à qui il faut adosser la responsabilité du PCA? Est-ce à la DICI? Est-ce à une direction métier? Ou bien à la direction générale? Donc là, c'est un genre de QCM. Je vous laisserai le temps de présenter les différentes réponses au moment voulu, mis à part si, Monsieur le Président, vous désirez qu'il présente des réponses au début ou bien qu'il présente à la fin. Très bien. Vous avez présenté un peu les risques, n'est-ce pas, avec le volet managérial qui est normalisé. Vous avez préconisé la meilleure manière pour traiter le risque pour le PCA, c'est de prendre le cheminement présenté par ISO 27000. Identification du risque, évaluation du risque sur l'impact, etc., la probabilité, etc., etc. Alors, je voudrais savoir, là ma question elle est claire, je voudrais savoir, lorsqu'on détermine le risque résiduel, d'accord, le risque résiduel, ce risque-là, il doit être communiqué selon ISO 27000 et pour quel but? Moi, ce qui m'intéresse, pourquoi on va le communiquer? D'accord, parce que vous avez proposé à ce que votre démarche soit conforme avec ISO 27000 et ISO 27000, lorsqu'on la présente, à un moment donné, il faut communiquer le risque résiduel, le risque qui reste après avoir mené les différentes actions d'acceptation
suite à des actions de réduction, des actions d'évitement et des actions aussi de transfert. Donc, si vous vous rappelez, hein, il y avait tous ces éléments-là. Donc ça, c'était ma troisième question. J'ai revu votre travail, vous l'avez présenté selon les différents domaines de management et je vous en félicite là-dessus. Mais pour un tel sujet, il a fallu présenter un volet très important concernant le management des contreparties, pardon, des parties prenantes, j'allais dire. Le management des parties prenantes est d'une grande importance pour un tel projet. Vous l'avez expliqué au début, mais je ne sais pas pourquoi vous ne vous êtes pas orienté dans ce sens. Et finalement, je voudrais vous présenter une étude de cas selon votre méthodologie, supposons qu'un hôtel fait appel à votre démarche méthodologique. Supposons qu'un hôtel fait appel à votre démarche. Il vous dit, j'ai un problème, ça c'est l'hôtel, hein. Le manager de l'hôtel vous dit, j'ai un problème. Étudiant qui était au-dessus, clairement, au-dessus du lot. Et je retrouve la passion dans l'exposé, parce que je vais juger la forme. Hein. Je ne vais pas rentrer sur le plan technique, je parle de ta présentation. Tu n'es pas un garçon qui manque d'assurance. Attention, hein, même si la famille est là, mais c'est pour qu'on se rende service. Je m'explique. Cisnever l'a déjà relevé. Il y a un débit de parole qui est absolument affolant. Tu as été à une vitesse sans le point et virgule, sans aucune pause, et ça peut être risqué quand tu veux vendre, parce que là tu es en train de nous vendre ton projet. Première remarque. Ta présentation est claire, mais extrêmement surchargée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des flashs courts et éloquents, là on se perd un peu, et tout le monde n'est pas technique. Tout le monde ne comprend pas ton langage. Pense au candide, pense à la personne qui n'a jamais... C'est important, parce que même si tu as un staff de gens, je donne par exemple, tu veux vendre ton projet à des investisseurs. Les investisseurs ne sont pas tous versés ou experts dans la méthode agile ou Scrum, et j'en passe. Donc il est important de savoir donner un langage apporté. D'accord? Comme on dit si bien au Lyon le Jomoa, c'est-à-dire essayer d'aller sur le plan, d'être compréhensible. Alors, ça ne réfute pas, hein, là je te cherche des poux dans la tête, mais ça ne réfute en aucun cas l'excellent travail, et on voit bien que tu as bossé et que tu as été. Et là, j'essaie de t'embêter parce que c'est un peu notre métier, et te rendre service. En toute humilité, j'ai vu tout au long, il y a beaucoup de richesses, mais ce qu'il fallait, c'est essayer de faire passer un message. Et donc, avec le côté excessif peut nous faire penser que tu manques d'humilité, et ça peut être dangereux. D'ailleurs, tout à fait au début, tu parles de ton parcours à Supinfo, etc. On est dans une soutenance, on te connaît. Ça peut faire pédant. Ne prends pas ça, je ne veux pas te vexer, je veux simplement que tu tires bénéfice des remarques. Ça, c'est sur le plan de la forme. Sur le plan du fond, il manque toujours, je ne sais pas pourquoi vous avez tous zappé une partie estimation financière. Pourquoi? Tu as travaillé, tu as certainement apporté beaucoup de gens à ces gens-là, à la société où tu es. Pourquoi tu n'as pas estimé? Qu'est-ce que ça a coûté en temps, en heure, et quel est le retour sur investissement?
Sinon, je ne suis pas déçu. Je sais que tu t'es toujours distingué et que tu t'es encore distingué ce soir. Anna, j'ai joué l'avocat du diable parce que Aziz Alia. Merci. Voilà, c'est Merci Sirkadeli. Donc avant de vous donner la parole pour répondre, je donnerai la parole à votre encadrant. S'il y a des éléments d'éclaircissement à apporter aux membres du jury avant qu'ils ne répondent, surtout par rapport aux questions se rapportant aux missions sur lesquelles a travaillé M. Sadla. Et également, donc, si vous pouvez rapidement nous dire comment ce stage, le projet de fin d'études, comment a été mené et comment ça s'est passé au sein de Devoteam. D'accord, donc je vais tout d'abord joindre ma voix à celles qui ont déjà témoigné pour la qualité, l'assurance et l'excellence de Mehdi. On est tous d'accord et je pense que c'est un terrain d'entente sur lequel on ne va pas argumenter longtemps. On est devant un candidat qui a les ingrédients nécessaires pour l'excellence, pour un parcours académique et professionnel, Inch'Allah, de haut niveau et de très haut niveau. Ça rejoint... Ça atténue un peu la remarque. D'un point de vue cabinet de conseil, le travail qui a été celui de Mehdi sur la méthodologie PCA a été d'une grande importance au vu du fait que le cabinet Devoteam Consulting, nous, on va dire qu'on est une référence sur la question du plan de continuité d'activité. C'est une thématique qu'on maîtrise, c'est une thématique qu'on délivre plusieurs fois par année chez plusieurs clients. Donc en interne chez nous, on a cette maîtrise presque, on va dire, sur la totalité du spectre, que ce soit technique, organisationnel, stratégique de la démarche. On sait la dérouler, on sait bien la dérouler, on sait donner satisfaction à nos clients. Le fait est qu'on ne devrait pas rester sur ce statut-là, le fait que le monde, on va dire, du conseil, ça bouge. Il y a des innovations, que ce soit sur le volet technique, que ce soit sur le volet des standards qui régissent un peu la thématique du PCA. Donc il fallait une mise à jour continuelle de ces travaux. Mehdi, le travail qui était celui de Mehdi s'est inscrit, on va dire, dans le cœur de ce sujet-là, avec l'apparition de la nouvelle norme 22301, avec de nouveaux besoins de nos clients, avec le regard que portent sur nous nos clients. Nous sommes reconnus comme étant des experts en la matière, donc ils s'attendent toujours à avoir un peu plus, toujours un peu plus de nous. Donc on est obligé de revoir à fréquence fixe cette méthodologie-là et de la revoir avec un œil un peu plus critique, apporter un peu plus de maturité à nos outils, apporter un peu plus d'excellence à notre manière de travailler. Donc Mehdi a déjà intégré l'équipe Devoteam avec un esprit que vous lui connaissez. Donc il a pris le sujet à bras le corps pour pouvoir apporter un peu son œil vif avec un diagnostic et une volonté d'aller un peu vers un peu plus d'excellence. Déjà sur le volet technique, on va dire qu'il est référent sur le sujet, on va dire tout ce qui est technologie Microsoft chez nous, et c'est un sujet que, voilà, j'aurais bien aimé qu'il en parle un peu plus. C'est que lui, il est pour nous, voilà. Moi, personnellement, si j'ai besoin d'une réponse sur un sujet Microsoft, je ne cherche pas loin, j'ai son numéro en raccourci, je l'appelle et il apporte toujours la réponse. Mais essentiellement pour nous, faire d'outillage, surtout sur la partie analyse de risque. Donc voilà, le reste à faire a été essentiellement sur cette partie-là, où il a fallu qu'il découvre un peu plusieurs normes qui régissent un peu la manière de faire, qu'il l'adapte en outillage, qu'il propose un peu une manière agile de faire. Ça, vous l'avez pu le voir, il l'a fait d'une manière excellente, on va dire. Maintenant, il sait un peu discuter IBIOS, il peut discuter Mehari, il peut discuter un peu la thématique, et il a apporté cette excellence. Donc aujourd'hui, nous avons à notre disposition, en tant que cabinet de conseil, un arsenal qui est au-delà de la thématique PCA. On peut l'analyse de risque, c'est aussi une innovation de Mehdi, c'est qu'il n'a pas eu des œillères pour pouvoir traiter le sujet PCA et intégrer l'analyse de risque au sein du sujet PCA uniquement. Donc maintenant, les outils sur lesquels a travaillé Mehdi, la manière et la méthodologie qu'il a apportée, nous l'utilisons sur nos outils de sécurité, sur nos schémas directeurs de sécurité, sur nos schémas directeurs SI. Donc il a cet esprit d'aller au-delà. Donc c'est un peu ce qui le tire un peu. Et généralement, on arrive à confondre ça avec de la pédance, c'est pas trop que ça. C'est ce que je pense de lui. Exactement. Je sais, taquiner. Je me permettrai après cette description d'apporter quelques éléments de réponse sur les différentes questions qu'on peut apporter les consultants. Oui, non, mais pas des réponses techniques, c'est des réponses d'une manière générale. Parce que votre réponse technique, c'est lui qui doit les fournir. Donc, oui, c'est une idée rapide. Je pense que la première
première question a été sur le secours du processus. Donc je pense qu'il l'a présenté. Il devra revenir au slide où il présente les différents plans sectoriels du secours. Donc je pense qu'il a adressé ce sujet-là, même si là, avec le débit, il l'a survolé assez rapidement. Donc je pense que la réponse existe dans sa présentation. Donc il pourra revenir sur les plans sectoriels de communication et de gestion de crise. Donc ça, je pense que c'est un sujet qu'il a admirablement traité. Sur la partie synergie et... Pourquoi? Parce qu'on est sûr qu'elle a la compétence nécessaire. Hein? Voilà, d'accord. C'est pas pour le piéger. On est sûr que là, la compétence qu'il faut, je voudrais qu'il le montre. Vous avez compris? Mais on est sûr. Donc, M. Sabla, je pense que vous avez noté les différentes remarques et questions. Donc, je vous demanderai s'il vous plaît de répondre. Donc, on va commencer par les remarques et les questions de M. Goulem. D'accord, donc je vais répondre à la première question. À qui faut-il attribuer cette responsabilité de 30 minutes de pouvoir vous citer tout ce qu'il faut? Mais en temps normal, en temps concret, alors un PCA, il est attribué à un responsable du PCA. Donc un responsable du PCA est un membre d'une entreprise qui a en fait une forte influence sur le management de l'entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le comité exécutif de l'entreprise, on va dire que le secrétaire général en lui-même sponsorise ce PCA-là, et donc derrière, il nomme une personne dédiée qui pourra suivre ce PCA. Parce que ce que vous êtes en train de voir ici, peut-être on le fait dans un coup, nous en tant que cabinet de conseil on part, mais qu'est-ce qu'on laisse à ces ensembles de clients? On leur lance ce qu'on appelle un MCO, un plan de maintien en conditions opérationnelles. Donc sur ce plan-là, il y a quoi exactement? Il y a en fait comment je fais pour pouvoir maintenir mon PCA pour qu'il soit constamment à jour. Sur les volets qui sont techniques, comment à chaque fois je challenge mes métiers, à chaque fois que mes applications changent, comment je les mets à jour, etc. Donc ça c'est pour une première composante, pour apporter un élément de réponse clair à qui le rôle du PCA est-il attribué? Il est attribué au responsable du PCA. Voilà. Donc ça, c'est pour cette première question. Alors, quand on parle de secourir un processus, alors un processus d'une manière qui est assez simple, alors c'est quoi? C'est un ensemble d'étapes, et sur chacune des étapes, il y a des composants SI. D'accord? Donc, ce qui revient à dire finalement que qu'est-ce qu'on va secourir? Ça va être ces composants SI. D'accord? Donc, par exemple, sur la diapositive que vous pouvez voir ici, pour ne pas éviter de rentrer d'une manière qui est assez simple, je vais dire que par exemple, ce composant SI-là, qui est le 2IS, je devrais avoir un autre composant qui est dupliqué de l'autre côté. Donc je duplique mes composants, je secours derrière mon process. Derrière, qu'est-ce que je dois aussi mettre en place? Via le MCO, c'est cet ensemble des étapes. Donc ces étapes-là, en fait, on dit que ces différentes étapes d'un process sur le PCA, on détermine un mode de travail qui est en mode dégradé. Et bien derrière, qu'est-ce qu'il y a? On évite de le montrer ici, parce que c'est l'un des secrets du cabinet, c'est qu'on formalise des process en allant plus exactement sur la norme BPMN 2.0. Voilà, donc ça nous permet exactement d'avoir quel process avec les différentes interruptions qui existent, avec les différents délais, avec les différentes contraintes et avec les différents acteurs. Donc est-ce que ça se fait sur le PCA? Oui, ça se fait. Voilà, et donc c'est avec cette méthodologie qu'on le fait. Donc par rapport à la question où on parle de tout ce qui est risque, alors ce qu'on a fait d'une manière qui est assez simple sur notre analyse de risque, c'est on identifie ces ensembles de risques, ces différentes menaces, d'accord? On les ramène à partir de IBIOS. Donc IBIOS nous permet d'avoir plus de 1700, je dirais plus de 1700 contrôles qu'on devra vérifier. Et donc nous, avant d'aller en atelier, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne les contrôles les plus pertinents. Ça veut dire que ça ne sert à rien de proposer à un client qui a un système fermé, de lui proposer un type de risque qui est une cyberattaque, puisque son système d'information il est fermé. Donc on sélectionne ces ensembles de risques. Par la suite, il y a une formule magique qu'on connaît, alors que vous connaissez certainement sur la norme ISO 27002 et ISO 27005. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette norme-là? Alors d'une manière qui est assez simple, donc on définit le risque, son impact, sa probabilité de survenance, et puis par la suite, on va avoir un coefficient sur lequel on va multiplier pour pouvoir obtenir ce risque qui est résiduel vers la fin. Voilà. Donc ça, sur ce cas-là, alors pour revenir sur notre hôtel, alors notre hôtel qui je présume avait des soucis lors du check-out de nos utilisateurs pour pouvoir en fait réaliser en fait une reprise de leur activité et de pouvoir réaliser le check-out pour que les clients puissent en fait par la suite bénéficier de leur séjour. Donc là,
qu'est-ce qui est fait exactement? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a derrière un plan de gestion, de communication de crise. Alors, sur ce plan-là, il y a quoi? Il y a différents niveaux d'escalade de crise. Ça veut dire qu'on dit que au début, avant de déclencher notre PCA, on va avoir un incident. Donc, si cet incident n'est pas solutionné, il devient un problème. Donc, si ce problème par la suite n'est pas solutionné, bah, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un sinistre. Et donc, dans ce cas-là, on va faire quoi? On va lancer notre PCA. Et quand on lance notre PCA, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que notre application, aujourd'hui, elle tourne sur le site A, d'accord, sur le site de production SI principale, sur lequel en fait se trouve mon infrastructure qui ne marche pas. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclencher derrière mon PSI. Et plus exactement, je vais déclencher le PRAP. Donc, le PSI, le plan de reprise activité par application. Ça veut dire que je vais dire que sur mon site de secours, il y aura toute mon infrastructure qui reste dans mon site principal, mais tout ce que je vais basculer, c'est en fait mon application qui ne marche pas. Et donc du coup, je déclenche mon secours. Alors derrière, quand je dis je déclenche mon secours, qu'est-ce que je fais? Je passe par 4 grandes étapes principales. Je passe par une étape où je vais basculer vers le site de secours. Donc ça nécessite le fait de faire réacheminer le chemin de cette application-là. De faire réacheminer le flux, je dirais télécom, de cette application-là vers le site de secours et de pouvoir reprendre cette application-là, bien éventuellement si besoin recharger en fait et appliquer les sauvegardes dans le cas où l'application est corrompue. Et puis par la suite, mon application commence à tourner, je réalise des tests pour pouvoir m'assurer est-ce que mon application est OK. Alors une fois que mon application est OK, je lance le go pour mes métiers pour qu'ils puissent réaliser en fait leur check-in sur l'application et donc du coup mes utilisateurs sont satisfaits. Et c'est cette reprise-là qui est définie par ce DMIA. Donc, ce qui a mené pour cette entreprise-là de définir ce DMIA, de définir quelle est la fréquence par laquelle, je dirais, en fait, ce souci en fait, se passe assez souvent, et donc par la suite, de mettre les moyens technologiques qui vont pour pouvoir réaliser cette reprise via les 4 étapes que j'ai citées précédemment. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà traité la problématique d'une manière soignée, d'une manière détaillée, c'est parfait. C'est parfait. Je voudrais revenir tout simplement sur le risque. Là, il faut retenir la partie la plus importante, c'est lors de la communication de risque. Et lorsqu'on communique le risque, c'est pour un but de valorisation du risque résiduel afin de pouvoir le provisionner. Vous avez compris? Le risque, ça se provisionne, c'est de l'argent. Vous avez compris? Là, la partie la plus importante dans la séquence que vous avez expliquée, c'est la partie provision. Lorsqu'on a un risque et on le communique à qui? On le communique aux financiers pour qu'ils puissent le provisionner. Ça, c'est la partie qu'on oublie. Mais ça, cette démarche, lorsqu'on présente une cascade d'auditeurs, vous avez compris? Une cascade d'auditeurs, mais pour un technicien, le communique, c'est largement suffisant. Et c'est les autres qui doivent assurer cette provision. Concernant la partie où on a traité le check-out, d'accord, au niveau de un client d'un hôtel, vous savez, la démarche que vous avez citée, c'était au moment où le client allait quitter. Vous avez compris? On n'a pas le temps. Vous avez compris? Il y a un crash du système, donnez une simple solution. Un crash du système ou bien une coupure d'électricité. Et les clients, qu'est-ce qu'ils vont faire? Une coupure d'électricité. On va mettre le scénario le plus simple comme coupure électrique et le groupe électrogène n'a pas démarré. Carrément, allez-y. Il y a un avion à prendre. Il y a un avion à prendre. Pour le client. C'est ici qu'on a détecté le premier risque, qui est le risque qu'on a cité, celui de l'électricité qui ne marche pas. Donc derrière, on a proposé, en termes de solution, de mettre en place un groupe électrogène. Alors si derrière, ils font bien leur travail, cet hôtel-là, eh ben, ils doivent savoir que d'un point de vue qui est technique, un groupe d'électrogène se teste à vide chaque semaine. Il y a une fiche qui renseigne. Donc si le test à vide n'est pas réalisé, alors ça sort dans notre scope, c'est pas à nous, c'est pas notre problématique, et ça reste la problématique de l'hôtel. Voilà. Avec le prestataire qui va nous mettre en place des groupes électrogènes, on va fixer avec lui un contrat avec des essais au bout d'une heure. Donc s'il ne me déplace pas au bout d'une heure. Aujourd'hui, il y a une solution massive. Il consiste tout simplement à effectuer des backups, des PDF ou bien des backups de résultats de situation de la clientèle sur des iPads, vous avez compris? De telle manière, lorsqu'il y a une coupure, là,
On sort systématiquement, il y a une durée d'autonomie avec des batteries qu'on peut recharger à tout moment, d'accord, systématiquement, on peut servir. Là, c'est les dernières tendances. Vous avez compris ça? C'est pragmatique. Vous avez compris ce que je voudrais? Ce que je voudrais, c'est que le PCA, c'est très bien, mais vous nous avez habitués à mettre la main dans le conduit. Là, vous étiez très haut, mais je voudrais que vous restiez tout le temps. Vous avez compris? Tout le temps, parce que vous avez une finesse technique qu'il ne faut pas perdre. Vous avez compris? Le côté managériel, vous le maîtrisez, ou le côté, je dirais même, stratégique, vous le maîtrisez, parce que la présentation que vous avez, et je voudrais que vous gardiez la main dans le conduit, parce que c'est très important. Comme ce qu'on vous a dit, vous êtes le numéro vert de Microsoft. Il faut continuer, vous avez compris? Il faut continuer. C'est pour cela que je vous ai posé une question de pragmatique pour que vous sachiez que le pragmatisme va vous aider énormément. Merci beaucoup. J'aimerais tout justement rapporter un seul élément de détail. Alors, ce qui nous prend, c'est le DMIA. Alors, si vous me dites aujourd'hui que le check-out, je devrais mon application doit être disponible au moins de 5 minutes, alors je vais mettre en place les choix technologiques qu'il faut. Ça peut être aussi des choix qui sont assez conséquents. Je peux dire que même en plus de l'électricité, si le client souhaite en temps réel reprendre son application, eh ben, je vais faire comme ce que font la bourse, d'accord? Je vais mettre 2 sites en actif en parallèle et ça va permettre en fait en cas d'ancrage de pouvoir travailler. Donc c'est aussi l'élément de reprise qui est assez important pour pouvoir statuer les bons enjeux qui sont technologiques. Voilà. Merci beaucoup, M. Zleba. Merci. Donc, les réponses à donner par rapport aux marques de M. Radeli ou... Alors moi, d'une manière qui est assez simple, alors ce que je vais dire, c'est non pas le stress, c'est pas ça, c'est tout simplement en fait ce qui est détaillé dans le livre qu'on nous demande au sein de Supin. Donc on nous demande de nos parcours, de pouvoir parler d'un point de vue théorique de la thématique, de réaliser une étude de cas, et puis par la suite de montrer qu'on a amélioré des choses. Ça, c'est le contenu d'un séminaire. La matinée, lorsque j'étais là en train de répéter, eh ben, lorsque je répétais ma présentation avec la voix avec laquelle je suis généralement habitué à dispenser les cours, j'étais à 1h30. D'accord ? Donc il fallait trouver un moyen de contournement pour pouvoir éviter, pour pouvoir me permettre de réaliser la continuité de tout cela sur ma présentation. Voilà. Donc c'était un peu la richesse de ce que nous demande finalement Supinfo de notre présentation. Voilà. Donc il y avait pas mal de contenu. Alors pour les aspects qui sont chiffrages, comme vous l'a dit Cham, alors c'est un autre recette. C'est comme le Coca-Cola chez McDonald's. C'est des choses avec lesquelles nous nous distinguons par rapport à nos concurrents. Je ne pouvais pas en fait présenter même cela d'un point de vue, même si c'était en mode illustration, puisque ça revient de notre métier en interne. D'ailleurs j'ai aussi pas mal été challengé sur le contenu à mettre. Au début, il fallait juste couvrir que la partie qui était théorique et j'ai dû négocier les informations à mettre en place parce que ça revient du secret confidentiel de Devotee. En fait, enchaîner par rapport à ce que vous avez dit, M. Sadla, donc notamment pour vous féliciter par rapport à votre présentation, donc je vais revenir peut-être par la suite par rapport à votre parcours, mais je veux rester dans le cadre de votre soutenance. Pour ma part, j'aurais souhaité voir par rapport à la présentation, surtout la présentation de Devoteam, j'aurais souhaité voir autre chose que ce qu'on peut trouver sur Internet. D'accord ? Je vous l'avais demandé, je me rappelle très bien, je vous l'avais demandé, c'est que vous devez avoir un œil un peu critique par rapport à l'entreprise, au moins la positionner par rapport à son marché, par rapport à ses concurrents, surtout par rapport à un produit qui est assez innovant que vous avez présenté. Essayer d'analyser le pouvoir des clients, le pouvoir des fournisseurs, la menace de nouveaux entrants, la menace de produits de substitution, ces éléments peut-être qui mettre un peu en valeur vos connaissances au niveau managérial, au niveau stratégique, au niveau marketing, au niveau... Donc je souhaitais voir quand même ça, donc ça prend peut-être 1-2 slides, donc le modèle de porteur, et essayer de positionner un peu Devoteam par rapport à ce que nous avez présenté, on peut le retrouver sur Internet. Donc ça c'était ma première remarque. Ma deuxième, c'est que bon, je sais que vous êtes chez Devoteam depuis longtemps, et je sais que vous avez, par rapport à ce que vous nous avez présenté,
Je sais que vous avez intervenu chez plusieurs entreprises, donc par rapport à ce que vous avez présenté. Et j'avais souhaité également voir est-ce que c'était pour vous la même chose au niveau de toutes les entreprises, parce que doter une entreprise d'un PCA n'est pas le même pour l'ensemble des entreprises. Donc vous pouvez avoir en face une entreprise qui est par exemple certifiée ISO 9001 version 2000 avec un certain nombre de méga-processus, de procédures, et une entreprise qui n'est pas dans cette démarche-là, une entreprise qui est dans une démarche SMQ. Donc est-ce que par rapport à votre intervention dans les... Je pense que vous avez intervenu dans 4 ou 5 entreprises, est-ce que pour vous c'était la même chose? Est-ce que c'est la même démarche? Parfois vous avez même des réticences de la part d'utilisateurs, parfois des gens... Est-ce que c'est la même démarche au niveau de toutes les entreprises? Et quels sont les problèmes que vous avez rencontrés à ce niveau-là? Moi, il y a quelque chose qui me dérange par rapport à ce PCA, c'est que, bon, c'est quelque chose qui protège les process, les applications, si j'ai bien compris, mais quid du volet humain? Quid du volet humain? Si demain il y a une inondation, il y a mort d'homme. Si demain il y a une incendie, il y a mort d'homme. Mais on a pensé qu'aux applications, on a pensé qu'au matériel, quid du volet humain? Je ne le vois nulle part. D'accord? Dernière remarque, également, c'est... Bon, vous avez dit que vous avez suivi le guide de Supinfo, mais il y a une partie que je ne vois pas, c'est votre bilan des acquis personnels et professionnels. Le bilan des acquis personnels et professionnels, vous devez traiter à la fin de votre présentation. Je ne le vois pas en tant que personne. Ce stage-là, qu'est-ce qui vous a rapporté au niveau personnel? D'accord? Et qu'est-ce qui vous a rapporté au niveau professionnel? Allez-y. Alors en fait, la démarche, elle est le même, mais comment on arrive au résultat, c'est pas pareil. Sur chacune des entreprises, il y a des difficultés qu'on rencontre. Alors par exemple, pour citer un titre indicatif, si on veut dire pour l'analyse BIA, alors les problématiques qu'on rencontre et qui varient d'une entreprise à une autre, on peut dire que par exemple, on intervient dans une entreprise où il faut identifier les process techniques, les process les plus critiques, et on trouve que cette entreprise n'a même pas la cartographie des process. Donc ça, c'est des difficultés. Des fois, on tombe sur des clients beaucoup plus matures qui ont déjà mené une réflexion, qui connaissent quelles sont les choses. Donc finalement, je dirais que la démarche, elle est la même, mais la manière de procéder est différente et s'adapte à différents clients. Alors un client qui est dans le secteur financier n'est pas un même client qui est dans le secteur AI, qui est dans le secteur d'intégration, qui est dans le secteur de la bourse, etc. Donc c'est quelque chose qui est différent. Donc est-ce que ça diffère d'un client à un autre? Oui. Est-ce qu'il faut s'adapter? C'est là où intervient notre qualité en tant que consultant, puisqu'on n'est juste pas seulement confronté à des problématiques qui sont en fait, je dirais, techniques, mais on est aussi en fait confronté à des problématiques qui sont humaines. On intervient en mission, on trouve que les acteurs qu'on a devant nous sont incapables de trancher sur les valeurs DMIA, sur les valeurs PDT. D'accord? Donc c'est des choses, des fois, lorsqu'on souhaite réaliser une analyse de risque, on trouve que les clients ne sont pas habitués du tout à réaliser une analyse de risque. C'est-à-dire qu'ils sont là et vous disent, mais qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Donc à ce moment-là, selon le client, il y a des actions qui se font, mais la démarche reste finalement la même, et la manière d'arriver, elle est différente. Avant de passer à l'autre, est-ce qu'il y a un degré de maturité au-dessus duquel vous dites non, on ne prend pas cette commande, on ne soumissionne pas pour cette entreprise parce qu'elle n'est pas organisée, parce que vous n'avez rien, parce que pas de processus, pas de... Derrière, pour être assez vite, par contre, la suite... Ce PCA-là, comme par exemple réaliser la cartographie, on va faire coller 10 jurums, 20 jurums ici, 30 jurums, etc. Et puis on sortira avec un projet qui est beaucoup plus délicieux, surdimensionné, et c'est que bénéfique pour nous. Et donc, au bout de 5 années, par rapport à la directive climat, lorsqu'il n'aura pas son PCA, il fermera son activité. Donc il est obligé à un moment donné d'avoir absolument, je dirais, son PCA d'un moment donné. Voilà, donc à lui, quitte à lui d'aller en fait par lui-même travailler par lui-même ses ensembles de prérequis, mais nous en tant que cabinet de conseil, on est là pour pouvoir l'assister à en fait élaborer ces prérequis-là. En termes de business, c'est
c'est un très mauvais choix. Un très mauvais choix parce que si vous l'installez chez un client qui ne suit pas le process, si demain il y a un problème, ben, on dira que c'est Devoteam qui a installé ça. On ne dira pas que c'est le client qui a fait le choix d'outil. Si vous rapport à une demande client. Donc, une des premières phases lors des diagnostics, il y a toujours une étude de cadrage, des réunions avec les décisionnaires pour pouvoir un peu juger de la maturité du secours ou de la thématique continuité d'activité. Ce qui nous permet de tirer tous ces soucis-là au clair. On est dans un devoir de transparence totale vis-à-vis de nos clients et leur dire, voilà, notre compréhension, notre maîtrise du sujet nous laisse dire que sur le volet maturité du PCA de façon globale, nous estimons qu'il reste tant de chemin à parcourir et on se fixe ensemble dans un mode de travail collaboratif une feuille de route pour atteindre ce niveau de maturité. On n'est pas dans une agressivité commerciale ni dans une appétit ouverte à toutes les sauces. Non, non. Nous, on est garant d'une certaine expérience ensemble. Ça, c'est sûr, et c'est la manière de faire de la maison. Ça répond à ma question. Donc, on passe à notre... Donc, vis-à-vis du volet humain, alors là, nous réalisons une visite de site. Alors, cette visite de site, elle permet de faire quoi? Elle permet de voir le bâtiment, est-ce qu'il est prémuni des différents mécanismes qui me permettent de pouvoir assurer une continuité d'activité. Par exemple, on voit est-ce qu'il y a un plan d'évacuation, on voit est-ce qu'il y a les différents extracteurs qui sont mis en place, on voit est-ce que par exemple il existe une site secours pour que le volet humain puisse lui par la suite être secouru. Parce que finalement, lorsqu'on dit qu'on va en fait passer d'un site A vers un site B, ben, qu'est-ce qu'on fait passer? On fait passer des humains. Et donc ces humains-là, on s'assure qu'ils ont en fait le bon process pour pouvoir aller d'un site A vers un site B. Donc derrière, il y a des mécanismes, on check, on voit est-ce que réellement cette entreprise est prévenue de l'ensemble des prérequis qu'il faut pour pouvoir assurer que ses employés puissent transiter d'un point A vers un point B. La continuité. Et ça dépend aussi, je dirais, du type de sinistre qui va être couvert. C'est-à-dire qui va être le sinistre qui va être couvert. Aujourd'hui, beaucoup de clients ne font pas le choix de couvrir le sinistre de tremblement de terre. Donc pourquoi ils te disent que moi aujourd'hui, c'est un tremblement de terre dans ma vie, et bien, tout le monde il est sinistré. Ça ne sert à rien d'essayer d'assurer une continuité d'activité. Voilà. Donc derrière, s'il y a des humains qui... derrière, est-ce que ça a été foncé? Ma question est là. Est-ce que ça a été foncé ou toujours? Pour par exemple, s'il y a des personnes qui meurent. Là, si vous avez vu durant la matrice que j'ai présentée, on dit que sur un effectif principal, on a 15 personnes, d'accord? On va faire déplacer parmi ces 5 personnes, 4 personnes. Du moment que j'ai encore ces 4 personnes-là qui sont en vie, je suis capable de réaliser une continuité du service bien spécifique. Donc, le risque, il est toujours là, c'est quelque chose qui nous suit. Ça n'a pas été pensé. C'est-à-dire? Dans notre analyse BIA, il y a un élément qui est essentiel, c'est les ressources critiques. On les cible, on les connaît, mais toujours dans une manière de voir qui est la continuité d'activité. Pour assurer les mobilités et dire que telle personne est critique sur ce process-là, il va falloir penser. Ingénieur, j'ai pu acquérir au sein de Devoteam et j'ai présenté par rapport aux différentes parties prenantes auxquelles j'ai pris part. Donc ça, c'était des compétences qui étaient essentiellement humaines. Alors d'un point de vue qui était assez technique, donc c'est le slide qui était un peu plus tard, qui représentait les différentes thématiques sur lesquelles j'ai travaillé en tant que Devoteam. Donc j'ai couvert ça dans ma présentation. Vous avez le bilan. Selon des acquis, comme on vous demande de faire, bilan des acquis personnels professionnels. Peut-être dans un point de vue forme, ce bilan n'a pas été formalisé. D'accord. Ce que j'ai appris a été cité. Par rapport à Devoteam, vous pouvez rapidement dire, la positionner par rapport à son marché? Est-ce que vous êtes capable de le faire ou pas? Alors nous, on a Devoteam pour pouvoir le positionner en termes de son marché. Ça dépend sur quel volet. Est-ce que c'est par rapport à une autre entreprise, puisque quand on parle d'une entreprise A et une entreprise B, il est assez difficile de pouvoir faire ça. Je veux dire qu'aujourd'hui, en termes de conseil, nous nous positionnons dans le conseil qui est IT et business, ça veut dire qu'on offre des solutions clés en main, partant de la phase conseil vers la phase intégration. Donc c'est ça le vrai plus de Devoteam. Donc par la suite, la positionner selon un cadran magique, il serait très difficile pour moi de vous donner une réponse juste comme ça. Par contre, il y a un classement. La menace de nouveaux entrants, par rapport à ce que fait Devoteam, par rapport justement à cette business unit qui gère PCA, comment vous, en tant que consultant, vous évaluez la menace de nouveaux entrants sur ce marché au Maroc? Est-ce que c'est une menace élevée ou pas? Et si c'est une menace élevée,
qu'est-ce que vous recommanderiez à Devoteam de faire pour ce qu'on appelle en stratégie, élever les barres élevées, les barres à l'entrée qui soient élevées pour les gens de rentrer, empêcher la concurrence de rentrer. Donc il y a deux grands volets qu'on pourra en fait dissocier entre eux. Donc il y a le premier volet qu'on va dire, est-ce que c'est un nouveau entrant qui se dit, bon aujourd'hui je souhaite commencer à faire du PCA. Celui-là malheureusement il n'aura aucune chance. Pourquoi? Parce que pour la simple raison, lorsqu'on souhaite soumissionner, on nous demande un certain nombre de références. Ça veut dire on nous demande d'une manière assez simple de nous dire d'avoir au minimum fait le même projet 10 fois ailleurs. Donc si c'est un nouveau... Comment a fait Devoteam la première fois? Eh bien, Devoteam, il a commencé en Europe depuis 1995 et s'est lancé en tant que pionnier dans cette thématique-là au moment où la thématique en elle-même commençait à naître. Donc, si je peux compléter un peu la réponse. Monsieur Colin qui a demandé... Il y a les nouveaux entrants, il y a aussi les produits de l'entreprise pour les backupés, que ce soit du côté humain, parce que le côté humain est très important, et aussi le côté infrastructure avec l'offre cloud-in. Là, c'est des produits de substitution aussi que nous avons. Il y a cette tendance-là, si vous voulez, le mariage du PCA avec le cloud-in, on en parle, et là, il faut prendre en considération. Lorsqu'on a l'idée, c'est tout simplement, lorsque vous avez des concepts académiques, d'accord, par exemple les forces de porteurs qui viennent d'être citées, c'est pour se baser dessus afin de raisonner, d'analyser la situation. On n'est pas là pour vous juger sur la solution, on est là pour vous juger aussi sur l'aspect académique qu'il faut prendre en considération. Je suis tout à fait d'accord avec l'approche qu'a apportée M. Znebol, sachant que le côté humain, je reviens sur le côté humain, c'est la partie la plus importante. On ne vous demande pas de résoudre ce problème, vous avez compris. Vous devez déléguer, d'accord, à quelqu'un qui est spécialisé dans la ressource humaine. Vous avez compris le sens. Il y a des spécialistes dans human backups. Quand vous maîtrisez vous maîtrisez le backup, le système, le backup. Mais human backup, il y a des spécialistes, la même chose que vous avez fait, ils peuvent aller au-delà. Vous avez compris, ils peuvent aller au-delà et vous disent, attention, l'administrateur de base de données ne doit pas voyager avec l'administrateur système. Et vous avez compris. Et ceci, c'est des éléments qui sont très, très pointus. Vous avez compris le sens? C'est la vue globale. Oui. Je me permettrai de compléter un peu rapidement les deux volets sur un peu la position de Devoteam et comment nous on fait face aux nouveaux entrants. C'est tout le travail qu'a fait Mehdi. C'est notre volonté de mettre à niveau notre méthodologie, d'être capable de livrer à nos clients les dernières, voilà, l'état de l'art tel qu'il vient de le lire sur les derniers forums, nous le délivrons clé en main. C'est le cœur du sujet de Mehdi, d'adapter. Nous sommes leaders sur le marché PCA. Nous avons une expertise reconnue. Et même avec cette position qui, je l'avouerai, assez confortable, on s'est investi avec Mehdi pour pouvoir encore mettre à niveau notre méthodologie. On anticipe sur ça. C'est un souci qu'on a. Et le travail de Mehdi répond exactement à ce souci-là. Le deuxième volet sur lequel les produits de substitution et par rapport à tout ce qui est clouding, tout ce qui est solutions nouvelles, nous, la manière avec laquelle on délivre notre thématique PCA, nous, on se positionne comme étant... Merci beaucoup. Moi, je réitère la qualité de la présentation et le contenu aussi d'une extrême importance et surtout le sujet le restera, j'avais dit au début, le restera d'actualité. Pourquoi? Pour une simple raison que la technologie évolue et le business évolue aussi et les plans de continuité d'activité doivent suivre aussi ce cheminement-là. D'accord, c'est Kadeli. Alors moi ce que je voudrais dire à Mehdi, je répète, qu'il m'est très très cher ce garçon, il le sait. Tu viens de faire un miracle temporel et là on a la chance tu nous as fait gagner un mois puisque nous sommes le 1er 10 2013 et ça il faut le faire, donc je
casquette de directeur régional de Super au Maroc. Je voulais vous dire aujourd'hui que nous sommes fiers. Nous sommes fiers de vous avoir eu comme étudiant pendant 5 années, de vous avoir eu en tant que formateur pendant 2 années, et aujourd'hui de vous compter parmi nos lauréats. Parce que nous sommes sûrs que vous allez être l'un des meilleurs ambassadeurs de Supinfo au niveau du marché du travail. Nous avons eu également des témoignages de votre encadrant et ça nous a rassurés, même si on était sûr, ça nous a rassurés par rapport aux produits que nous formons. Et vous faites partie de l'élite. Vous faites partie de l'élite 80 Supinfo et pour ça je voudrais vous féliciter. Mais vous avez peut-être perdu une année parce que vous étiez l'un des premiers à avoir passé les stages en partiel et les premières années de Supinfo. Et en 5 années d'études, vous avez pu cumuler plus que 2 années d'expérience professionnelle, alors aujourd'hui, et 2 années en tant que formateur. Donc à 24 ans, vous avez une expérience de 2 années en tant que formateur, vous avez une expérience de 2 années minimum au niveau professionnel et vous venez de décrocher votre diplôme cette année, donc pour ça je vous félicite. Mais tout ça, vous n'aurez pas pu le faire sans un accompagnement et une présence de vos parents. Le travail qui a été fait, votre maman qui était toujours là, au-delà de... Il y a également ce qu'on appelle la Arbiya al-Akhlaq al-Tarbiya. Et ça, c'est grâce à vos parents et je voudrais les féliciter. Bravo, à l'école. C'est la première fois que ça nous a pris une demi-heure pour délibérer, pour une soutenance. Je vais vous donner la décomposition de votre note. Donc, par rapport à la qualité de la prestation orale, vous avez eu 2,5 sur 3. La qualité du diaporama, 3 sur 3. La structuration de la présentation, 3 sur 3. La pertinence des informations présentées, 3 sur 3. La capacité à interagir avec les membres du jury, 3 sur 3. La capacité à affirmer un positionnement professionnel d'ingénieur en technologie et systèmes d'information, 3 sur 3. Le bilan des acquis théoriques et pratiques au cours du stage et de l'ensemble de la formation, ainsi que les perspectives professionnelles, 2 sur 2. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.